Merci d'être parmi nous ce soir si nombreux à cette dernière rencontre du colloque organisé par Ila Souria. Et au cours de ces 2 derniers jours, les interventions ont été très intéressantes et puis suivies par un public nombreux. Aujourd'hui, c'est un peu disons, la clôture de ce colloque. Au nom du président de l'Institut du monde arabe, je vous remercie d'être présent pour suivre donc le débat de ce soir, thématique ouverte. Et au départ, quand je crois les organisateurs ont défini l'objet de cette rencontre, la situation était autre, différente. Aujourd'hui, la donne n'est plus la même. Je crois que les intervenants vont pouvoir définir un peu les contours de la situation en Syrie aujourd'hui, des évolutions, du devenir de ce pays. Aujourd'hui également, on avait prévu la participation du père Paolo Del Olio. Évidemment, certains d'entre vous se posent la question pourquoi il y a son nom, sa place est vide. Je laisserai le soin à Salam Kawakibi donc d'expliquer pourquoi symboliquement on a tenu à garder sa place et aussi à garder, à mettre un écriteau parce que on dit, il y a un proverbe arabe qui dit que l'absent a toujours raison. Évidemment, le père Del Olio est présent, il est dans nos cœurs, il accompagne la Syrie, ses douleurs, ses blessures, et je crois que il sera présent au cours de cette soirée. Et vous avez dû sûrement aussi écouter l'intervention d'Églantine qui a co-signé un livre avec le père Del Olio. Son livre Témoignage, la rage et la lumière, Églantine Gabé Yaleh, qui se trouve à Soleimaniye, au Kurdistan irakien, et qui a fait parvenir une lettre ouverte. Justement, je ne vais pas donner lecture de cette lettre. Elle est disponible un peu sur tous les réseaux, et dans laquelle elle explique pourquoi le père Paolo Del Olio nous manque tellement. Sans plus tarder, je vais passer le micro à Salam Kawakibi qui va modérer donc cette séance. Et avant de lui céder donc la parole, je voudrais rappeler 2 événements. Le premier, c'est le vendredi 8 novembre, un spectacle de Samih Choukair. D'ailleurs, vous avez l'affichette qui annonce ce spectacle. Et puis, le 16 octobre, nous accueillons à l'Institut du monde arabe l'écrivain égyptien Ala Al-Aswani pour parler de l'Égypte et pour débattre avec lui un peu sur la situation de l'Égypte. Voilà, bonne soirée et je passe donc la parole à Salam Kawakibi et je remercie encore une fois Ila Souria et puis tous nos amis qui sont présents ce soir. Merci. Bonsoir tout le monde. En effet, je voulais que cette séance finale de ce colloque très réussi, organisé grâce aux efforts de notre ami Claude Yacoub dans l'association Ila Souria, d'essayer de voir des perspectives
dans l'avenir qu'on espère tous proche, mais qui semble pas si proche que ça. Il y a des gens qui croient qu'on est dans une impasse et d'autres qui pensent qu'on commence à trouver la sortie. Nous allons, dans cette séance, essayer de réfléchir ensemble sur la situation politique dans l'avenir qui va, espérons-le, suivre la fin de cette théorie en Syrie, déclenchée par ce régime, et dont le peuple syrien paye un prix très fort. Nous allons essayer de comprendre la peur des uns et des autres sur des questions qui semblent être maintenant dominantes dans les médias, mais aussi dans la réflexion de certains, je veux dire, par rapport à la question des minorités, les communautés, les extrémistes et tous les amalgames qui sont appliqués dans ce domaine-là. Nous allons aussi essayer d'évoquer la question de la reconstruction économique et humaine et voir le rôle des acteurs régionaux et internationaux dans la crise syrienne. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils contribuent, après avoir contribué à sa complexité, est-ce qu'ils pourront éventuellement contribuer à résoudre une partie de la crise? Pour cela, je suis flatté parce que d'abord, je retrouve des amis très chers autour de cette table. Je préfère faire une présentation de tous les intervenants dès le début et après donner la parole à chacun d'entre eux. On commence par Thierry Boissière, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon 2. Ensuite, il y a François Burgat, qui est professeur à Sciences Po Aix-en-Provence et directeur de recherche au CNRS. Et je vous avoue, c'était mon professeur, et j'en suis fier. Mais c'est pas pour question d'âge, hein, François, rassure-toi. Et aussi, après, il y a une intervention qu'on a voulu symbolique de notre cher ami, absent de la salle, mais qui est présent dans nos cœurs, Père Paolo. Cette intervention va être lue par Thierry Boissière. Et comme ça, on a laissé sa place, pas vide, elle est pleine d'émotion et d'espoir. Ensuite, Basma Kodmani, qui est directrice de l'initiative arabe de réforme. Pardon, avant Basma Kodmani, il y a Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris. Ensuite, Basma Kodmani. Et je me trompe encore une fois, désolé, parce que je lis le papier, mais moi j'ai changé l'ordre des choses dans ma tête. Alors, après le mot de Père Paolo, il y aura Leïla Vénial, maître de conférence à l'Université de Rennes. Ensuite, Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris. Et on termine avec Basma Kodmani, directrice de l'initiative arabe de réforme. Je ne veux pas prendre beaucoup plus de temps. Je donne la parole tout de suite à Thierry. Merci Salam. Ça marche? Oui. Alors, on m'a demandé de réfléchir un petit peu sur la question des communautés, de ce qui peut de plus en plus s'appeler une forme de dérive sectaire de la Révolution. Alors, avant d'entamer ce débat, je voudrais juste préciser que je ne suis pas politologue, je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, je suis anthropologue. Et j'ai travaillé sur la Syrie depuis 1990, donc plus d'une vingtaine d'années, durant lesquelles je me suis intéressé à des sujets extrêmement variés, comme les pratiques paysannes dans la région de Kosaïr, que tout le monde connaît maintenant, depuis quelques mois. Je me suis intéressé aux communautés de jardiniers
des villes de l'Oronte, Homs et Hama, encore des villes martyrs. J'ai travaillé sur les stratégies sociales liées à la pauvreté et la précarité en milieu urbain. J'ai travaillé plus récemment sur les nouvelles formes du négoce et des espaces du commerce à Damas et à Alep. Et puis j'ai même travaillé sur quelques sombres affaires de crédits pyramidaux, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça dans un pays qui, en une vingtaine d'années, a beaucoup changé socialement et économiquement, mais très peu politiquement. Un pays où une certaine forme de violence, ça je l'ai observé en 20 ans, une certaine forme de violence n'a cessé de progresser. Alors une violence due bien sûr aux agissements du régime, mais aussi d'une pseudo-libéralisation économique qui a surtout entériné la mainmise d'une minorité sur l'économie syrienne, avec pour conséquence l'accroissement des inégalités sociales, augmentation de la pauvreté, marginalisation des campagnes, pourtant ancien soutien et pilier du régime, les campagnes, augmentation de la corruption et de l'arbitraire, forte inégalité entre centre et périphérie urbaine, opposition de plus en plus marquée entre les villes et les campagnes. Bref, à côté de ces recherches, ou grâce à ces recherches plutôt, j'ai pu également travailler sur la capacité d'adaptation, de plasticité, la capacité d'inventivité de la société syrienne face à la coercition exercée par le régime, mais aussi aux difficultés économiques qui n'ont cessé de croître. Et de fait, les acteurs sociaux, et j'insiste là-dessus, ont développé des compétences pratiques, organisées bien avant la révolution de 2011, leurs relations, leur activité, leur survie ou leur prospérité, en dehors du régime ou contre lui, en mettant en œuvre des stratégies de contournement, en développant des formes d'entraide, en réactivant des formes anciennes de mobilisation des ressources ou en inventant de nouvelles. Et ce que j'ai ainsi pu observer pendant plus de 20 ans sur ce registre-là me rend plutôt optimiste sur ce qui pourrait advenir de la société syrienne lorsque le régime tombera, si toutefois celui-ci ne la détruit pas totalement. Donc j'en viens maintenant à la question des tensions communautaires et sectaires. Alors, de plus en plus d'articles de presse, d'articles académiques parlent des dérives sectaires de la Révolution, d'affrontements entre communautés, sunnites, alaouites, chrétiens, enfin communautés confessionnelles ou communautés ethniques comme kurdes et arabes, de menaces pesant sur les minorités. Au fil des articles, très insidieusement, le régime syrien finit par apparaître à la fois comme un moindre mal, et puis comme l'ultime rempart contre les menaces qui pèseraient sur les minorités en Syrie, et puis contre la menace islamique. Alors je voudrais rapidement questionner cette soi-disant dérive sectaire et montrer qu'elle n'est pas aussi importante que le disent certains analystes, et qu'elle ne peut suffire en tous les cas à expliquer ce qui se passe en Syrie. Alors, c'est une réalité, il existe en Syrie une majorité sunnite, arabe, 70%, plusieurs minorités ethniques, donc 2 millions de Kurdes. Alors c'est des chiffres qui sont très approximatifs parce qu'il n'y a pas de recensement officiel sur la base communautaire depuis des décennies. Quelques 100 000 Arméniens, 100 000 Turkmènes, 150 000 Tcherkesses. Des communautés confessionnelles, des minorités confessionnelles en 2 à 2,5 millions d'Alaouites, 1 million de chrétiens arabes, 450 000 Druzes, quelques milliers d'Ismaéliens, autant de communautés historiquement rattachées à des territoires, mais qui ont connu aussi des mobilités et des dispersions interrégionales et interurbaines et internationales. La question communautaire est donc indéniablement présente et a de longue date été l'objet de toutes sortes de manipulations, et en premier lieu de la part de la puissance mandataire française, qui agissait donc à l'époque pour diviser la société syrienne en distinguant les minorités de la majorité sunnite et en jouant de leur rivalité. Alors ça n'a pas vraiment fonctionné dans la mesure où les Alaouites et les Druzes ont rejoint le camp des nationalistes, les Alaouites dès 1920 avec la fameuse révolte du Nord, et puis les Druzes avec la révolte druze de 1925. Le clan Assad, le régime du clan Assad,
a à son tour manipulé les appartenances communautaires depuis son accession au pouvoir, et puis de façon plus forte encore depuis 2011, bien entendu, et cela dès les premières manifestations. Son but était de diviser la société syrienne et de se présenter comme le défenseur des minorités face à une majorité sunnite considérée comme un bloc monolithique, n'ayant pas d'autre projet que l'éradication de ces minorités. Alors évidemment, le cauchemar du régime, c'est de se retrouver face à une société syrienne unie contre lui, et il a tout fait pour que cela ne se produise pas. Et donc, dès les premières manifestations, qui étaient pourtant en mars jusqu'à septembre-octobre 2011, pluralistes, pacifiques, ces manifestations vont systématiquement être présentées par les médias officiels comme prenant l'avènement d'un régime islamiste et intolérant, et comme étant manipulé de l'étranger, et comme étant potentiellement violente. Le régime va également tout faire pour impliquer les minorités dans le dispositif de répression. Il va ainsi les armer très tôt, dès 2011 pour certaines, et intégrer nombre de leurs membres dans les comités populaires, alors là, ce qu'on appelle actuellement l'armée de défense nationale. Il fera preuve d'une certaine mansuétude à l'égard des manifestants issus des minorités, parce qu'il y a eu aussi des manifestants parmi les minorités, restant en revanche impitoyable avec ceux issus de sa propre communauté, les Alaouites, toute opposition au sein de la communauté dont est issu le régime, était impitoyablement réprimée. Du côté maintenant de l'insurrection armée, il est incontestable que les groupes les plus radicaux ont des propos et des agissements sectaires, surtout ceux où sont présents plutôt les volontaires étrangers. Je pense notamment à Daoula Islamia, l'Irak ou Bilad Esham. En français, c'est l'État islamique d'Irak et du Levant. Alors ça, c'est peut-être François Burga qui en parlera, mais allié objectif du régime, ça paraît assez évident. Bon, en tous les cas, jusqu'à présent, aucun de ces groupes n'a perpétré de massacres de l'ampleur de ceux commis par les troupes du régime. Ce qui est interprété souvent comme des attaques sectaires sont davantage des attaques répondant à des objectifs stratégiques. Moi, je pense à l'attaque sur Maraloula qui doit être replacée dans le contexte d'une tentative d'encerclement de la région de Damas. On est en tous les cas encore très loin des massacres intercommunautaires que l'on a pu connaître au Liban ou en Irak. Le phénomène sectaire du côté révolutionnaire est minoritaire à cette heure et davantage situé au niveau des discours, parfois très violents, que des actes. Surtout si on l'inscrit dans le contexte de la révolution syrienne, considérée dans toutes ses dimensions, à la fois militaire mais aussi civile, et pas uniquement djihadiste. Alors, la lecture du conflit en termes exclusivement communautaires, comme certains le font, n'est pas suffisant pour rendre compte de ce qui se passe en Syrie. Elle constitue une grille d'analyse séduisante, certes. Elle présente l'avantage de la simplicité, réduisant les affrontements en Syrie à une confrontation entre deux blocs, identitaires, indissociables, irréductibles et essentialisés, sunnites d'un côté et chiites de l'autre, écho local d'une confrontation qui se produirait au niveau régional entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Bref, cette lecture en termes communautaires de la crise syrienne permet à l'Orient compliqué de devenir tout d'un coup tout simple. Le discours communautaire de ce néo-orientalisme qui ne dit pas son nom doit pourtant être replacé dans le contexte plus large d'une société plurielle n'ayant jamais fonctionné sur le seul registre communautaire, même si cette dimension, encore une fois, existe bien. L'approche communautariste, dans son souci de prise en compte des minorités, considère en creux que finalement, seul le régime actuel, celui des Assad, est en mesure d'assurer la sécurité et la survie des minorités, et que c'est grâce à ce régime que finalement ces minorités ont pu jusqu'à présent survivre, en tout cas être protégées des dangers qui les menaceraient désormais si les sunnites arrivaient au pouvoir. Alors cette idée d'un régime laïque et garant du droit des minorités est un mythe.
Les minorités sous les Assad n'ont jamais eu d'autre droit que celui de se taire et de soutenir le régime. Leur tranquillité avant 2011 est conditionnée à leur assujettissement. Les Kurdes, les Druzes et beaucoup d'Alaouites ont payé durement le fait de vouloir s'autonomiser par rapport au régime. Le régime des Assad ne protège pas les minorités, il les utilise pour sa propre survie, y compris d'ailleurs celle dont il est issu. Les Alaouites sont aussi, bien entendu, quelque part les otages du clan Assad. Alors la paix des communautés qui existait avant 2011 est en réalité plus le fait de la société syrienne que du régime lui-même. Les relations entre Syriens d'appartenance religieuse et ethnique différentes s'inscrivaient en effet dans ce que l'anthropologue que je suis appelle des dispositifs de compromis et d'accueil, c'est-à-dire les relations de voisinage étaient régies par des comportements de tolérance, par les règles de l'hospitalité qui permettaient de désamorcer les tensions éventuelles et de faire l'économie de la violence. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème, mais que la société parvenait à gérer ce qui pouvait l'être dans le cadre privé ou dans celui de la coproduction d'espaces publics. Et c'est sur ce qui restera de ce savoir-vivre et de cet être ensemble qu'il conviendra de s'appuyer après la chute du régime. Cela étant dit, les gens ne se définissent pas uniquement par leur communauté confessionnelle et ethnique. Même si, en temps de guerre, cette dimension communautaire semble dominer, notamment en raison des regroupements qui s'opèrent à l'issue des déplacements. Encore une fois, bon, cette dimension communautaire existe, mais elle n'est pas la seule à jouer sur la façon dont les gens se positionnent et s'identifient. Les gens appartiennent d'abord à un pays, la Syrie. Même les Kurdes ne remettent pas en question cette dimension-là et se considèrent, y compris dans leur désir d'autonomie, comme partie intégrante de la société syrienne. Ensuite, les gens participent à des réseaux transversaux, professionnels, sociaux, associatifs, amicaux. Ils peuvent aussi s'identifier à une région, à un quartier, à une ville, à une tribu. Ils appartiennent à une classe d'âge, à une classe sociale. Et le niveau classe sociale est parfois beaucoup plus important que toute autre considération, surtout dans les classes les plus élevées de la société. Autant de groupes plus ou moins hétérogènes qui ont des intérêts convergents ou divergents. Ils se définissent enfin comme citadins ou ruraux et agissent en conséquence. Alors j'ai cet exemple d'enquête réalisée dans le quartier de Azizieh à Alep, auprès de grandes familles de notables syriens, enfin de notables chrétiens, qui me racontaient l'effroi dans lequel ils se sont trouvés au début des années 70 lorsqu'ils ont vu arriver en masse dans ce même quartier des chrétiens de la Haute-Jésirée, qui étaient des ruraux et qui venaient s'installer auprès de leurs coreligionnaires dans ce quartier de Azizieh. Et ces grands bourgeois de Azizieh les ont vus d'abord et avant tout comme un danger, puisque c'était des ruraux. Donc avec une culture et une façon de se comporter qui dénotait avec leur manière d'être à eux, qui était beaucoup plus proche des grandes familles sunnites de certaines villes. L'identité des individus ne se limite donc pas à une seule dimension communautaire, mais s'exprime sur des registres plus variés qui sont ou non mobilisés selon les relations engagées, selon les situations, selon les contextes. Il faut aussi prendre en compte, ça c'est plus difficile, les trajectoires individuelles d'engagement des militants et des combattants dans ce qui fait la réalité de leur positionnement politique, idéologique, leur logique d'action. Ils sont réactifs, opportunistes, ils sont capables de prendre en compte à la fois les données du terrain, mais aussi les données de la situation internationale. Pour saisir ces logiques d'engagement, il faut aller écouter ce que les gens pensent, comment ils analysent leur situation, aussi bien du côté des combattants que des manifestants. Il s'agit de retrouver finalement de la singularité dans l'analyse des formes d'engagement et de mobilisation. Alors on s'engage par opportunisme, par esprit de vengeance, par conscience politique, par suivisme, par tradition familiale ou contre une tradition familiale, par désespoir, par déception, pour l'honneur, pour des convictions religieuses, et puis aussi par simple nécessité économique. Et de nombreux combattants intègrent des groupes djihadistes, plus pour l'argent qu'ils possèdent que par conviction religieuse. Si l'armée syrienne libre se mettait à avoir autant d'argent que certains groupes djihadistes,
il est fort à parier que beaucoup de ces combattants viendraient de nouveau s'y inscrire. Alors, l'avenir. L'avenir de la Syrie, j'ai bien conscience d'être très présomptueux de parler ainsi. Bon, je suis le premier à passer, comment dire, je prends une position délibérément optimiste, cher Salam. On dira ça. Hein, Donc l'avenir de la Syrie, de toute façon, quelle que soit l'issue des combats, ne sera pas une reproduction du passé. Le régime ne reprendra jamais la place qu'il a occupée jusqu'à présent dans ce pays. On peut cependant se demander, alors ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, si l'accélération de la destruction matérielle et humaine du pays ne menace pas directement la cohésion de cette société, comment le tissu social que je viens de décrire très rapidement dans sa cohérence, sa cohésion d'avant 2011, en dehors du régime, comment ce tissu social pourra-t-il s'adapter et se restructurer après ces bouleversements majeurs? Comment vont évoluer les 4 millions de déplacés et les 2 millions de réfugiés présents dans les camps entre Turquie, Liban et Jordanie? Qu'est-ce qui se joue d'ailleurs dans ces camps? Comment ceux-ci participeront à ce que sera la Syrie de demain? Beaucoup d'incertitudes donc, mais ce sera sans aucun doute autre chose qu'avant, pas plus laïque, ni plus religieux, ni moins conservateur qu'avant 2011. La société syrienne n'a jamais été une société laïque, au sens où nous l'entendons nous, et sécularisée, mais les États-Unis non plus, donc ce n'est pas un obstacle à la démocratie. Il conviendra cependant d'éviter l'erreur irakienne, celle commise par l'occupant américain en faisant des communautés et des tribus les seules portes d'accès aux ressources. Ce que l'on peut en revanche déjà observer et encourager dans l'avenir, c'est la présence, c'est la présence d'une citoyenneté en construction, comme le constate dans un article récent de la revue Confluence Méditerranée mon collègue Akram Kaché. Cette citoyenneté s'appuie sur une nouveauté déjà, c'est-à-dire une politisation de la société syrienne, d'un niveau de politisation qu'elle n'avait pas jusqu'à présent, et en particulier de la jeunesse. Et si on lui permet d'aboutir, cette citoyenneté pourrait se construire sur autre chose que sur le seul communautarisme. Par exemple, sur ces nouvelles formes d'identité qui se construisent à l'intérieur de la Syrie, dès à présent, dans les combats, mais aussi dans les mobilisations politiques et pacifiques qui se poursuivent, dans les expériences inégales et imparfaites d'autogestion des régions et des villes libérées, dans les comités locaux de coordination, dans la constitution des réseaux d'entraide, de solidarité aux déplacés. Il ne me semble pas utopique de considérer que c'est bien dans cette expérience nationale fondatrice, comme le désigne l'opposant Yassine El-Haj Saleh, que pourrait se construire une partie de l'unité de la Syrie de demain, dans un au-delà des communautés, si tout cela, bien entendu, s'accompagne d'un immense travail de consolation, j'utilise ce terme de manière précise, de reconstruction et de défragmentation du territoire national. Les Syriens ne sont pas plus inaptes que les Européens d'après-guerre à constituer une société civile de paix. Merci. Merci beaucoup Thierry. À toi François. Merci Salam. Il y a un double, peut-être un triple défi à s'exprimer devant vous. D'abord, on voit des tas de têtes dans la salle où on se dit qu'elle serait peut-être mieux à la tribune que nous-mêmes. Il y a une question de légitimité. Bon, il y a des gens qui ont leur expérience, leur vécu, leur savoir, et on se sent un petit peu timide. Et puis, il y a un autre truc qui est un piège qui est beaucoup plus prosaïque, c'est qu'on ne sait pas ce qu'a dit l'orateur. On découvre ce qu'a dit l'orateur d'avant et on essaye de ne pas redire exactement la même chose. Et c'est particulièrement difficile de ne pas redire la même chose de ce qu'a dit Thierry, parce que même si la crise syrienne, on ne le dira jamais assez, divise, on ne va pas s'attribuer des médailles, mais si on s'en tient aux données factuelles, si on exprime un vécu, il est quand même difficile de ne pas avoir envie de dire en gros la même chose. Parce que les observations qui ont été fondées sur un vécu ne recoupent pas celles qu'on écoute, malheureusement pas que sur la chaîne Dounia, mais qui sont relayées. Et c'est ça le vrai drame des Syriens, c'est que les données factuelles de base, celles qu'on considérait comme incontournables, ne sont plus reçues comme telles dans le monde qui entoure la Syrie.
L'une des façons que nous avions, lorsque nous avons quitté la Syrie, donc pour ma part en janvier 2012, pour se transporter à Beyrouth, de rester en contact avec la Syrie, c'était de tendre l'oreille et parfois le micro à tous nos jeunes collègues, nos amis qui venaient dans cette noria de déplacement entre Damas et Beyrouth. Et moi, j'extrais un petit témoignage, je pense, qui résume assez bien tout ce que j'essaierai de dire sur un mode plus analytique. C'était un jeune collègue étudiant à Damas et je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est les 3 moments les plus forts que tu as vécu maintenant que tu viens de sortir de Syrie? Quels sont tes souvenirs les plus forts que tu emmènes avec toi puisque tu pars maintenant vers l'Europe du Nord ?» Alors, d'abord, il m'a dit « Je voudrais qu'il y ait un truc qui soit très clair. Moi, je n'ai jamais manifesté. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne une chose, manifester, c'était une loterie. On savait quand on partait, mais il y en avait plein qui ne revenaient pas. Eh bien moi, je préfère que ça soit clair, je n'ai pas osé. Prenons le temps de nous souvenir que le régime, pendant 5, 6, 7, 8 mois, ne tuait pas des égorgeurs de policiers. Il tirait sur des manifestants parfaitement pacifiques. Ça, il faut le redire, sinon il manque une case. On oublie cette vieille règle. Qui c'est qui a commencé? Qui c'est qui a instillé la violence extrême dont on voudrait maintenant qu'elle illégitime ceux qui en ont été les tout premiers destinataires? Le deuxième souvenir qu'il avait, il dit, moi je me souviens, on regardait, je vais vous faire une confidence, il bossait dans l'institution, donc on le voyait, il regardait tout le temps la télé quand il faisait des gardes, et disait, nous on suivait en direct la télé. Et un jour on a vu sur une chaîne étrangère un type, il m'a laissé comme 2 ronds de flanc. Il a dit, c'était à Dera au début, et déjà on avait ces images de la télévision étrangère, des télévisions syriennes, qui allaient faire tant de ravages et qu'on allait consommer bientôt comme la vérité. Moi je me souviens d'une image particulière, c'était dans Dera, une Audi blanche, 6 cylindres, qui était garnie de 4 bandits américains, et ils avaient des pistolets comme ça, et ils tiraient par les fenêtres. Hein. Et c'était censé être des groupes salafis financés par le prince Sultan, arrivé du Liban. Enfin, toutes ces images sont réelles, vous pouvez les retrouver, des images d'archives. Et déjà, ces images faisaient des dégâts. C'était des salafistes, djihadistes qui étaient arrivés de l'étranger. Quand il y a eu les premiers événements de l'attaque, on nous a déjà dit, et ça remontait jusqu'aux observateurs extérieurs, que c'était des djihadistes yéménites et saoudiens payés par le prince Sultan et Hariri. Hein, bon. Et lui, il a dit, ce type-là, il était directeur d'un journal officiel, je ne me souviens plus lequel c'était Ticheline, mais il a dit, non, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des gens de Dera, ce sont uniquement des gens de Dera, parfaitement pacifiques, et évidemment, ce pauvre homme, il a disparu, Ali Mamlouk l'a fait arrêter immédiatement. Deuxième souvenir. Et le troisième souvenir qu'il avait, il m'a dit, sur une chaîne étrangère, un jour, on a vu un type qui s'est mis à hurler « Je suis un humain, je suis un humain, je ne suis pas un animal, je ne suis pas un animal ». Et ce type, aux surprises, 3 mois après, je l'ai revu, je suis sûr que je l'ai reconnu, il dirigeait une katiba. Il avait pris les armes. Bon. Réfléchir sur les modes de gouvernement de la Syrie de demain, c'est bien sûr exorciser cette variable qu'on nous a instillée dès le début, qui est celle du djihadisme sectaire, de l'islamisme, et qui ruine maintenant la capacité de mobilisation de la communauté internationale à l'égard de l'opposition, qui aboutit à nous mettre dans des situations où, non, ça serait, le mal serait encore pire que celui, les forces politiques que nous allons aider à arriver au pouvoir seront encore pires que celles que la population syrienne a combattues. Et ça marche, c'est efficace. Alors, exorciser ce qui est un raccourci de l'analyse, c'est pas simple. Ça a été simple dans les premiers mois de la crise. On pouvait dire, excusez-moi, j'y étais dans la manif, j'ai bien vu que ça tirait d'en haut, ça tirait pas de l'intérieur de la manif. Mais après, ça s'est complexifié. Après, le nombre des observateurs crédibles a diminué. Après, il y a des résultats des urnes dans d'autres pays. Il se passe des événements, des transformations du paysage politique arabe qui font qu'on veut fabriquer l'avenir de la Syrie avec nos peurs. Et pas avec un regard rationnel et construit. Alors, il ne s'agit pas de nier la présence de groupes sectaires et radicaux
inadmissible, infréquentable. Il ne s'agit pas de minimiser les inquiétudes très légitimes qui en résultent dans une partie de la population syrienne, bien sûr, et dans l'opinion internationale. Il faut seulement se donner les moyens de répondre lucidement à la question suivante: est-ce qu'il est aujourd'hui ou non légitime d'aider l'opposition syrienne, ou bien de craindre que cette aide contribue à l'arrivée au pouvoir de groupes inacceptables? Il faut l'arrêter et miser sur le maintien au pouvoir du régime syrien. Quel est mon raisonnement pour arriver à cette conclusion? Je vous propose de le partager. D'abord, il faut faire une appréciation qualitative. Qu'est-ce que c'est les groupes sectaires? Qu'est-ce que c'est les méchants? Comment on les définit, hein? Et puis après, combien sont-ils? Et puis après, quel est le processus qui les a fabriqués et leur a donné cette visibilité pour que, le cas échéant, en fin de crise, on puisse faire marche arrière, hein, et gérer cette présence dont il ne s'agit pas de nier la réalité. Il faut donc en comprendre les causes. Où se trouve la ligne rouge? Qu'est-ce que c'est un djihadiste? C'est un monsieur qui se battait avant et qui se battra après. C'est un monsieur qui se bat en Syrie, mais qui se battait ailleurs et qui pourrait demain se battre ailleurs. D'accord? C'est quelqu'un qui est dans une mobilisation qui, dans le temps et dans l'espace, n'est pas dans la temporalité, dans l'espace du conflit syrien, et il le fait avec des instruments qui sont clairement situés de l'autre côté de la ligne rouge de ce qu'on peut accepter, qui sont ceux de la stigmatisation sectaire. Il veut imposer un ordre institutionnel qui est l'expression de la vision qu'il a de sa religion, hein, et qui, de facto, illégitime les autres composantes du paysage politique de la nation syrienne, dont on sait, cela nous a été rappelé, qu'il est très composite, qu'il est très complexe, et qu'il n'est pas question que la norme commune émane d'une seule communauté. Elle doit forcément se placer au-dessus des appartenances individuelles, puisque ces appartenances sont multiples. Combien et où sont-ils? On peut en discuter pendant des heures, mais pour une fois, il y a à peu près un consensus sur le nombre de combattants radicaux, inacceptables dans le cadre d'une sortie de crise. 10 000, 15 000. Mais on est dans un ordre de grandeur que, numériquement, les groupes radicaux, qui ont une efficacité militaire à certains égards supérieure à leur nombre, représentent 10, 12, 15% des combattants sur le terrain, et pas 50 ou 60%. Mais bien sûr, pour arriver à une conclusion assez fine, il faut que la définition qualitative ne dérape pas. C'est-à-dire que si quelqu'un s'est laissé pousser la barbe et dit « Allahu Akbar » chaque fois qu'il attaque quelque chose de sérieux dans la journée, on ne doit pas automatiquement le disqualifier. Il ne devient pas un individu politiquement illégitime. Et c'est là qu'il y a une exigence qui n'a pas toujours été saisie par l'opinion publique occidentale. C'est que nous vivons une période de l'histoire de cette région du monde, ça plaît pas, ça perturbe, mais où le curseur moyen des appartenances politiques se situe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parmi ceux qui, dans un contexte historique déterminé, mettent en avant leur appartenance à la religion musulmane comme une espèce de logistique du processus de repositionnement à l'égard de l'Occident. La référence islamique n'est pas seulement sacrée, elle est peut-être avant tout endogène. Hein, et donc on utilise un homemade language. C'est de chez nous, c'est pas de chez vous. Et cette dimension réactive ne doit pas nous faire discréditer la totalité des acteurs politiques qui en font usage. Il faut donc construire rationnellement parmi des gens qui, majoritairement, ce n'est pas la peine de le nier, se sont laissés pousser la barbe. Mais il faut savoir que la répression en Syrie depuis les années 80, c'était quand même déplacer des gauches marxistes vers les courants qui avaient été l'avant-garde de la rébellion, la première rébellion sérieuse contre le régime en 1980, en 1979, 80, 82 à Hama. Et donc, effectivement, de façon réactive, nous avons, ce n'est pas la peine de le nier, une majorité de gens présents sur le terrain qui, parce que la Syrie est majoritairement sunnite, s'expriment à l'intérieur s'expriment avec le lexique religieux. Quelles sont les racines? Il me reste 3 minutes.
quelles sont les racines de la radicalisation? Il faut les énoncer pour savoir si on l'a prise sur elle. Alors, je les ai mentionnés, la relative centralité des courants islamistes de nos jours, le fait que la population est une majorité sunnite, le fait que cette expression de l'appartenance religieuse a été contredite par le régime pendant 40 ans, mais immédiatement, il faut dire que cette radicalisation sectaire, c'est le produit du croisement entre un certain nombre de données objectives que je viens d'évoquer et la stratégie systématique du régime depuis le début du conflit, qui a déjà été survolé par mon prédécesseur. La contribution du régime à la djihadisation, à la confessionnalisation de la résistance, elle a été multiple. Cela a été dit, il y a eu un différentiel de répression selon la nature des communautés. Vous avez déjà vu du gaz lacrymogène en Syrie? Eh bien, s'il y en avait, ça existe. Mais pour les Druzes et pour les sunnites, c'était plutôt des balles vives dès le début. Dans les entretiens que j'ai recueillis, il y a un garçon de l'attaqué qui dit « Crois-moi, si tu étais sunnite, il était impossible de ne pas prendre les armes. » Je ne dis pas que c'est la réalité, mais il y a eu une perception, il y a eu un différentiel de répression selon les appartenances confessionnelles. Ensuite, il y a eu, on l'a dit, on le redit, des manœuvres très directes. Le régime a relâché des prisonniers politiques qu'il avait instrumentalisés dans le conflit irakien et dans le conflit libanais pour perturber. Il s'est toujours servi des djihadistes, le régime syrien, pour sa communication avec l'environnement occidental par Américains interposés en Irak ou par Hariri interposés au Liban. Et bien là, il a recommencé, il a vraisemblablement, Thierry l'a dit, il y a des formations djihadistes actuellement qui sont dans le meilleur des cas infiltrées et dans le pire des cas ou dans le plus clair des cas qui sont des instruments épouvantails au service de la stratégie du régime. Une variable qu'on n'emploie jamais suffisamment, l'ASL, c'est un gruyère, c'est manipulé, il n'y a pas d'homogénéité de commandement et donc le régime, ses services font un petit peu tout ce qu'ils veulent sur le terrain. Largement infiltré, il y a des tas de témoignages. J'ai quasiment terminé. L'autre facteur qui a accéléré ce processus, c'est... Il ne s'agit pas de critiquer les Occidentaux a posteriori, c'est un peu facile, mais disons que les Occidentaux ont ciblé l'opposition politique en exil bien davantage que les groupes armés sur le terrain. Donc elle a cherché à se constituer des interlocuteurs politiques en exil et elle a laissé s'autonomiser le vrai pouvoir sur le terrain qui était militaire, laissant l'action fonctionnelle et efficace à l'Arabie Saoudite et au Qatar, avec indiscutablement, après, un certain prix, puisque quand on avait, encore une fois, des poils au menton, mais plus longs que les miens, je vous rassure, les miens ne suffisent pas, on avait plus de chances d'être financé qu'aussi on s'affichait comme des formations plus explicitement laïques. Ma conclusion, c'est comment la Syrie va-t-elle sortir de la crise? Jusqu'à présent, je disais souvent comme la Libye. Puis depuis ce matin, je suis un peu plus mal à l'aise, puisque un groupe a enlevé le Premier ministre, mais ça ne fait rien. Je prends l'exemple libyen. La Libye nous offre un exemple de ce processus long, difficile, exigeant que devra traverser la Syrie, qui sera de ramener tous les acteurs armés sur le terrain de la confrontation politique. Est-ce que ça se fera du jour au lendemain? Non, certainement pas. Ça sera un processus long, difficile et exigeant. Mais tous ceux qui, dans cette pièce, connaissent la Syrie savent très bien que le curseur politique manié par la population syrienne n'ira jamais se loger sur Taliban version Damas. Ça, c'est l'expression voulue par le régime. Ça ne sera pas, c'est risqué de parler au futur, mais il y a de très faibles chances que ça puisse être l'expression collective de la société syrienne dès lors qu'elle aura repris la parole. Et la conclusion de la conclusion, c'est donc que rien ne devrait donc détourner aujourd'hui les efforts de la communauté internationale en général, de la France en particulier, pour soutenir l'effort, mais peut-être bien en allant jusqu'à ce gros mot, jusqu'à dire l'effort militaire de l'opposition, parce qu'on voit très difficilement une solution politique efficace se profiler à l'horizon. Merci beaucoup de votre attention.
Merci François. Maintenant, le père Paolo, comme j'ai dit au début, il est tout près de nous tous. Thierry va nous lire un texte, des extraits d'un texte qui a été écrit et prononcé par le père Paolo en 2012, bien avant qu'il quitte la Syrie, obligé, avant qu'il soit chassé par le régime syrien de son couvent de Deir Marmoussa. Thierry, à toi la parole. Voilà. Alors, j'ai pas la voix du père Paolo, mais en revanche, j'ai son texte sous les yeux, et c'est un texte donc, qui effectivement est constitué d'extraits d'un texte beaucoup plus long, d'une quinzaine de pages, et qui était destiné, dans l'esprit du père Paolo, à servir de base à une réflexion politique, puisqu'il avait bien sûr l'intention, il a toujours l'intention, de participer pleinement à la mise en place d'une Syrie nouvelle, basée sur des bases, construite sur des bases démocratiques et démocratiquement constitutionnelles. Donc, je suis un moine d'origine italienne, profondément enraciné en Syrie depuis 30 ans. Depuis plus de 10 ans, nous avons commencé au monastère de Saint-Moïse l'Abyssin, Deir Marmoussa al-Habashi, à organiser des séminaires de réflexion religieuse et de dialogue avec des représentants de la société civile et des diverses appartenances religieuses. Nous étions nombreux à espérer une évolution pacifique et la maturation progressive d'une démocratie pluraliste pour les citoyens et patriotes authentiques de notre pays bien-aimé. L'évolution des événements nous a privés de cette espérance année après année, mais aujourd'hui il est nécessaire de renouveler cette espérance pour réagir de manière constructive à la dérive qui conduit à une logique de guerre civile, à la fragmentation de la patrie et au danger de reporter notre confiance exclusivement dans la conservation du passé, dans ses fonctionnements, dans le retour vers ce passé. C'est pourquoi, au lieu de polémiquer et de distribuer les responsabilités, j'essaie d'esquisser une idée qui me semble adaptée pour résoudre la problématique syrienne et que j'appelle démocratie consensuelle. Avant de décrire le modèle de la démocratie consensuelle, il vaut la peine de consacrer quelques mots à l'idée contemporaine d'identité complexe, non conflictuelle mais plutôt en dialogue. L'homme contemporain, le citoyen de son propre pays et la personne qui participe à l'évolution mondiale se caractérise par une pluralité d'aspects qui forment sa personnalité ou identité. La hiérarchie des priorités sur laquelle s'ordonnent les composantes constitutives d'une identité diffère beaucoup d'une personne à l'autre. Celui-ci est syrien avant d'être musulman, et un autre sera chrétien avant d'être syrien. Celui-ci est préoccupé par le destin de la classe ouvrière avant toute chose, tandis qu'un autre s'intéresse à son propre capital et fait abstraction des autres éléments culturels. Celui-ci est avant tout arabe, tandis qu'un autre se sentira syrien au-dessus de toute autre caractéristique. En dépit de cela, chacun d'eux vivra des appartenances multiples, plus ou moins importantes, qui peuvent être linguistiques, culturelles, de genre, tribales, de classe, etc. La Constitution ne devra pas être construite sur une conception qui enferme la personne à l'intérieur d'une seule de ses caractéristiques au désavantage des autres. C'est pourquoi il ne faut pas d'une Constitution qui ne laisserait pas d'espace aux citoyens pour exprimer les composantes identitaires qu'ils considèrent comme principales et importantes, pour une raison ou pour une autre. Ce qui est important et même fondamental, c'est que la société, dans sa complexité, s'accorde sur l'exercice du principe de consultation, shura, et sur la renonciation radicale à l'exercice d'une quelconque sorte de violence dans la gestion des inévitables conflits, en sauvegardant entièrement la protection de la liberté de conscience, limitée uniquement par le principe ne pas léser, ne pas être lésé, et par la renonciation à blesser les autres dans ce qu'ils considèrent comme sacré. Pour que cela survienne, il est nécessaire d'assurer aussi bien l'indépendance du pouvoir judiciaire et de perfectionner l'environnement de la liberté d'expression et d'association selon les conditions définies par la loi, d'une manière entièrement libre de tout esprit sectaire ou hégémonique, mais bien dans un esprit de consensus. Le modèle que nous proposons comme adapté à la situation syrienne actuelle se fonde sur l'importance de la présidence comme parti qui garantit l'unité nationale en jouant son rôle d'arbitre ultime et de défenseur pour toutes les composantes sociales qui se trouvent marginalisées pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi il sera nécessaire que le président soit élu à travers une procédure de négociation et de consensus en cherchant toujours le compromis le plus en mesure de mettre d'accord les diverses composantes sociales. L'expérience des divers pays montre que la meilleure voie
pour réaliser ce modèle est que le président soit élu par les deux chambres des députés et des sénateurs, réunis en session commune, afin d'éviter la formation de toute majorité dominatrice. De manière semblable, l'Assemblée élective syrienne, bien que souffrant de nombreuses divisions, réussira à élire la personne en mesure de promouvoir et d'assurer la cristallisation de l'harmonie nationale. Je propose que le premier président de ce nouveau système soit élu pour 3 ans seulement, sans possibilité de renouvellement. Puis, pour une période de 50 ans, il sera élu pour 7 ans, sans possibilité de renouvellement, puis ensuite pour un septennat renouvelable une seule fois. Ceci, afin de maintenir la stabilité et la pérennité de l'unité nationale. La Chambre des députés, comme c'est le cas dans la majorité de ce type de constitution, est élue par liste de divers partis regroupant des votes sur l'ensemble du territoire national, pris comme une unique circonscription. Ici, le député ne représente pas une région, mais plutôt une idée, autour de laquelle se réunissent les gens. Naturellement, dans une assemblée de ce type, seront surtout représentés les divers courants politiques avec éventuellement une coloration religieuse ou d'appartenance sociale. En Syrie, le Sénat se doit de rassembler les représentants des diverses régions géographiques, ceci afin de garantir la représentation des composantes nationales qui sont liées à une appartenance ethnique ou régionale ou toute autre composante locale particulière de nature plus dynamique. Le président nomme le chef du gouvernement et celui-ci forme le Conseil des ministres. Il sera nécessaire que le gouvernement obtienne la confiance des deux chambres avec un haut pourcentage, par exemple 60% des votes, afin d'assurer la consensualité de la démocratie. J'estime que les gouverneurs de région doivent aussi être élus par les assemblées régionales avec un haut pourcentage des voix, afin d'assurer le consensus social local et l'harmonie intercommunautaire. Ce que j'ai décrit n'est qu'un modeste exercice de dialogue à propos d'une constitution que j'estime opportune. En Syrie, la démocratie est possible, mais la réforme sera impossible s'ils ne sont pas assurés entièrement les libertés d'expression et de conscience, et si l'on ne renonce pas à toute atteinte à la dignité humaine et à tout abus en ce qui concerne les droits de l'homme. En conclusion, je voudrais déclarer encore une fois mon désir de servir cette société que j'aime, et à n'importe quel prix. Je déclare à nouveau mon refus de principe de la violence, tant intellectuelle que physique, et je demande à Dieu, l'amant des hommes, de donner à la Syrie ce succès qui en ferait un exemple à imiter de génération en génération. C'est un texte qui datait donc de juillet 2011. Merci, Père Paolo. Maintenant, la parole est à Leila Vignane. Alors, je voudrais remercier les organisateurs de ce très beau colloque, Claude Yacoub et La Souria. C'est une très belle initiative. Je suis très honorée d'être ici à cette table ronde au milieu de mes amis syriens et des amis de la Syrie. Je reprends un peu les mots de François Burga sur le fait que beaucoup de ceux qui seraient dans la salle seraient peut-être plus légitimes à ma place. Et donc, je suis très honorée de pouvoir apporter une contribution à cette réflexion sur la Syrie de demain. Je reprends un peu les termes que Salam nous a demandé auxquels Salam nous a demandé de répondre, qui était d'essayer de se projeter un petit peu dans la Syrie de demain. Alors évidemment, c'est un peu difficile de le faire. Salam m'a demandé de m'intéresser plutôt aux aspects économiques et humanitaires, qui sont évidemment très importants. Je me borde un peu des deux côtés. Je ne suis ni politologue ni économiste. Je suis géographe et je travaille sur la Syrie depuis la fin des années 90 et j'ai travaillé sur les impacts des processus de libéralisation économique sur les sociétés urbaines. Donc j'ai touché aux questions économiques, mais je ne suis pas une spécialiste d'économie. Donc, je vous donne quelques pistes d'un sujet qui est évidemment extrêmement vaste, qui a été couvert en partie par Jihad Yazigi, qui est ici, qui a contribué à la réflexion collective de ce colloque hier, et qui a rappelé qu'il y a évidemment de véritables enjeux politiques qui tiennent aux questions économiques et humanitaires dans ce conflit, et que ces enjeux vont bien au-delà des questions de coût de la reconstruction et de savoir quelles seront les politiques de développement économique les plus appropriées à mettre en œuvre pour faire redémarrer le pays le jour où le pays redémarrera. Ces vrais enjeux politiques majeurs qui sont liés aux questions économiques tiennent en partie au fait que le niveau de destruction politique, économique, sociale et territoriale du pays atteint un niveau
exceptionnelle, exceptionnelle dans l'histoire contemporaine, et que d'autre part, les modalités même de ces destructions ont des conséquences de long terme pour l'avenir du pays. Donc c'est sur ces deux points que je souhaite d'abord revenir, le niveau de destruction et puis les modalités particulières de ces destructions. Et puis ensuite, j'aborderai très rapidement 3 questions pour la reconstruction qu'on pourra développer dans le débat si vous le souhaitez. Donc en premier point, c'est des destructions qui sont en effet exceptionnelles par leurs échelles. Alors il y a évidemment les destructions humaines, je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin c'est quand même le centre de, je pense, de nos préoccupations. Cette hémorragie humaine, plus de 120 000 morts, donc c'est aussi une perte pour l'avenir de tous ces gens qui ne sont plus là. Les disparus, il y a plus de 100 000 disparus, les personnes arrêtées, les blessés, etc. Donc là, ça se compte en centaines de milliers de personnes. Ce sont de plus les jeunes générations qui sont particulièrement affectées par cette perte humaine. Ce sont eux qui meurent, qui sont blessés, les jeunes gens. Ce sont les jeunes qui sont les plus particulièrement affectés par les traumatismes. Une étude a montré que dans certaines régions de Syrie, 3 enfants sur 4 ont perdu une personne proche de leur famille. Donc il y a aussi des conséquences psychologiques de long terme graves qui s'ajoutent évidemment aux conséquences de long terme de la sous-nutrition, de l'exposition aux risques sanitaires, etc. Je parle plus fort. Des pertes en capital humain également. Dans certains gouvernorats de Syrie, plus de 40% des enfants sont déscolarisés. Certaines universités ont vu leurs cours suspendus. Donc il y a aussi l'enjeu de générations qui vont être moins formées, ou qui ne vont pas être formées du tout. Ce qui représente une forte régression dans un pays où, malgré toutes les failles du système éducatif, les jeunes générations étaient dans leur immense majorité alphabétisées. Les jeunes générations en 2011 étaient majoritairement alphabétisées. Alors cette déscolarisation, elle procède évidemment de la destruction d'une partie des écoles. Il y a environ 5000 écoles qui sont inutilisables, soit qu'elles sont détruites, soit qu'elles sont occupées par des déplacés. C'est très localisé, c'est dans les gouvernorats dans lesquels il y a évidemment le plus de déplacés, le plus de destruction, Idlib, Alep, Daraa et Alef Dimashq. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont plus à l'école non plus du fait de la peur des parents de les y envoyer, des coûts induits par la scolarité, ou du fait qu'évidemment ils sont déplacés ou réfugiés et n'ont pas pu rejoindre la scolarité qu'ils auraient dû suivre. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les associations de volontaires dont Ignace Leverrier nous a parlé hier, notamment dans les zones dites libérées, donc des associations de volontaires pour mettre en place des structures de cours alternatives, mais évidemment ça ne suffit pas aujourd'hui et ça ne suffira pas pour demain. Donc il y a cette grande perte, cette grande destruction humaine et de capital humain qui fait partie des conséquences du conflit, des conséquences de long terme. Évidemment, il y a les destructions physiques qui sont énormes du fait de la stratégie de bombardement par armes lourdes et de bombardement aérien pour laquelle a opté le régime depuis 2012 et qui conduit à l'éradication de petites villes entières, de villages entiers, de quartiers entiers. Vous avez, j'imagine, tous vu ces images tout à fait hallucinantes. J'avais recensé pour le seul mois de février 2012, il y avait de 150 à 400 zones bombardées par jour. Et il n'y a que 3 jours au cours du mois de février 2012 dans lequel il y a moins de 250 bombardements par jour. Donc c'est vraiment une ampleur massive. Et ces bombardements ont un impact d'autant plus fort que la Syrie est un pays dont la population est aujourd'hui majoritairement urbanisée. Plus de 75% de la population syrienne vit en ville. Et donc les impacts sont très lourds. Dans certains quartiers qui sont particulièrement visés par la répression du régime, les populations, la population a en grande partie disparu. À Moadamieh, dans la banlieue sud-ouest de Damas, la population hier était de 60 000 habitants, elle est aujourd'hui de 12 000 habitants, et les gens vivent, comme vous avez pu le lire dans un article récent de Libération, dans un état de siège qui les conduit à connaître de véritables problèmes de faim. Il y a des estimations qui commencent à être établies sur le nombre de destructions, de maisons détruites, d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles, de boulangeries. Des estimations qui sont difficiles à faire, évidemment en temps de conflit, mais qui donnent des échelles vraiment impressionnantes.
Les pertes économiques, Jihad Yazigi, donc on en a parlé hier de façon très détaillée. Globalement, certaines estimations, le Syrian Center for Policy Research a essayé de faire une estimation en termes de financiers de ce que ça représente. Et donc la perte économique pour 2011-2012 est évaluée à 85 milliards de dollars, ce qui représente 142% du PNB de la Syrie de 2010. Il y a des scénarios de projection dans le futur de ce que ça représente en termes de perte de capital et de perte de PNB si le conflit se prolonge jusqu'en 2014, 2015, 2016, qui sont assez catastrophiques. Donc il y a une contraction de l'économie du fait du conflit qui se conjugue évidemment avec la destruction du capital physique, hein, des infrastructures, des usines, etc. Et qui se conjugue évidemment à la hausse des dépenses militaires. Le chômage a explosé, il est estimé atteindre 50% de la population active. Il y a une baisse drastique des ressources des ménages. Le seuil de pauvreté, évidemment, inclut beaucoup des 2 ou 3 millions de personnes de plus qu'avant 2010. Et parallèlement, le secteur illégal non régulé, qui employait déjà plus d'un tiers de la population active avant le conflit, a explosé. Hein. Maintenant, certaines estimations disent que 80% des gens de la population active est employée dans ce secteur illégal, qui, dans certaines régions du pays, se conjugue avec une économie de guerre qui inclut et là des activités illégales de trafic de pétrole, d'armes, etc. Un dernier impact très important des destructions, c'est évidemment les déplacements massifs de la population à l'intérieur de la Syrie et à l'extérieur de la Syrie que Thierry a rappelé. Donc il y a plus de 2 millions de réfugiés enregistrés dans les pays limitrophes, c'est-à-dire plus de 1,8 million en un an. Hein, c'est cette année que les réfugiés sont partis, que les gens ont quitté la Syrie. Le seuil d'1 million d'enfants réfugiés enregistrés par le HCR, parce qu'il y a évidemment tous les non-enregistrés, tous les réfugiés non-enregistrés. Et puis il y a les déplacés de l'intérieur, dont on estime le nombre cet automne à 4,5 millions de personnes. Et on estime qu'il y a 7 millions de personnes dans le pays qui ont de gros besoins, hein, des besoins d'assistance humanitaire. Le deuxième point que j'évoque rapidement, c'est les modalités singulières de la crise économique et humanitaire actuelle, qui est celle d'un risque de fragmentation du territoire national. Je n'ai jamais été partisane des analyses de l'éclatement de la Syrie comme une conséquence du conflit, je ne le suis toujours pas, mais il y a effectivement le territoire national actuellement est divisé par des lignes de fracture qui sont liées au conflit et aux destructions. Sachant que ces destructions sont géographiquement tout à fait ça m'a troublé, sont géographiquement concentrées hein, autour dans les gouvernorats et autour des villes qui sont particulièrement dans les lignes de front des combats. Il y a des régions qui sont finalement assez peu affectées par les destructions. Dans certaines zones, l'appareil économique syrien, les services publics, l'État syrien continuent à fonctionner même au ralenti, tandis que dans certaines régions, c'est vraiment l'économie informelle qui a pris le dessus, tandis que la gestion locale est prise par toutes ces associations, ce tissu associatif, notamment au travers des conseils locaux. Un autre facteur de transformation à long terme, donc en plus de ces destructions qui perturbent tous les circuits économiques et tous les systèmes de transport et de distribution du pays, un autre facteur de transformation de long terme, c'est évidemment le fait que les équilibres démographiques du pays sont profondément bouleversés par la crise actuelle. Donc il y a un tiers de la population syrienne qui a quitté son logement, qui a quitté son emploi, qui a perdu ses ressources pour s'installer à l'extérieur du pays, mais aussi dans d'autres régions. Donc il y a une grande redistribution, de population à l'intérieur du territoire qui va avoir des conséquences de long terme. Donc 3 défis pour la reconstruction, très rapidement, 3 pistes qui n'épuisent pas le sujet. Alors il y a l'urgence. Le jour d'après, hein, puisqu'on essaye de réfléchir au jour d'après, il va y avoir l'urgence, ça va être notamment le retour des réfugiés et des déplacés internes. D'abord, où sont-ils? Les déplacés internes, on ne sait pas très bien.
Où retourneront-ils surtout, hein? Ils ne peuvent pas retourner dans des maisons qui n'existent plus, mais il n'y a pas seulement la question du bâti, des logements, il y a la question de l'emploi, des ressources économiques qui leur permettront de vivre. Quelles organisations collectives, dans quel cadre collectif vont-ils réinscrire leur activité? Le deuxième défi, ça sera le fait qu'effectivement la reconstruction va devoir prendre en compte l'état de fragmentation actuelle, les lignes de front actuelles, les lignes de partage actuelles du pays actuel, qui vont évoluer. Mais ces grands territoires sous contrôle de l'État ou sous contrôle de l'opposition qui divisent l'espace national actuel, du fait que l'économie syrienne est en grande partie fondée sur la ressource territoriale, hein, avec ce pays qui est un lieu d'articulation entre le Golfe Persique et l'Europe, et sur les complémentarités territoriales intérieures, entre par exemple les régions céréalières et gazières du nord-est d'une part, les ports de la côte de l'autre part, les raffineries de pétrole de Homs, les espaces industriels et les économies de services de Damas, de Alep. De ce point de vue, l'une des questions qui va se poser sera de savoir quelle place sera faite à un meilleur partage des ressources, à une meilleure péréquation entre les régions de la Syrie de demain, entre les villes et les campagnes, alors que les dernières décennies du pouvoir baathiste ont vu la mise en place de la captation par le centre des ressources nationales. Donc, ce qui est l'un des enjeux de la Syrie demain, c'est de savoir quel est le modèle économique qui sera adopté pour le futur développement du pays. Parce qu'en effet, si les Syriens ne se sont pas révoltés pour le pain, comme vous vous souvenez sans doute, les paysans, les manifestants de Dera l'ont expliqué à Boussaïna Shaaban en avril 2011, hein, quand ils disaient Shaaban, Shaab Souri Mojouan, hein, le peuple syrien n'a pas faim, ce n'est pas pour notre estomac qu'on se bat, mais le mouvement révolutionnaire syrien, il procède également et aussi en partie de l'échec du régime de Bachar à accorder à ses citoyens une dignité économique et sociale autant que politique et à mettre en œuvre une véritable politique de développement économique. Donc les leçons que l'on peut tirer du bilan économique et social très négatif des décennies précédentes doivent conduire les prochains responsables du pays à préparer dès aujourd'hui la réflexion sur ce que sera le cadre économique de la Syrie du jour d'après, car le retour au statu quo ante, ou même à une version améliorée de celui-ci, ne suffira pas à résoudre la crise sociale et économique de long terme du pays et à répondre aux enjeux de développement de la Syrie de demain. Donc, pour reprendre ce qu'avait proposé Irène Labeyrie mardi dernier, il faut essayer de tenir ensemble l'urgence et puis la réflexion et puis les propositions de long terme, parce que le jour d'après, les institutions internationales et leurs programmes de reconstruction seront là, les investisseurs internationaux et notamment les investisseurs du Golfe seront là avec eux une vision assez claire de ce qu'ils veulent faire en Syrie. Donc il va falloir aussi que l'opposition syrienne, que les futurs dirigeants syriens puissent avoir une idée des objectifs vers lesquels ils veulent mener le pays. Et pour ça, et je terminerai là-dessus, je crois qu'il faudra s'appuyer en les intégrant sur toutes les initiatives locales de gouvernance, de solidarité, d'activités de toute nature, y compris d'activités économiques alternatives, qui ont émergé depuis 2 ans en Syrie, dont Ignace Le Verrier nous a parlé hier, mais toutes ces initiatives qui reposent sur des compétences des urbains notamment, qui, comme l'a rappelé Thierry, ont été forgées dans l'adaptation, le contournement, la subversion des pratiques que les Syriens ont été obligés de développer sous le régime des Assad, et qui attestent de la vitalité d'une Syrie par le bas, qui atteste de la vitalité d'une société syrienne qui a vraiment, qui démontre ses capacités d'organisation et d'initiative, y compris économique, et qui est un des éléments sur lesquels je crois qu'on s'accorde tous pour fonder un petit peu notre optimisme pour la Syrie de demain. Merci beaucoup, Leïla. Ziad Majid.
bonsoir, je suis honoré d'être parmi vous. Je vais essayer en fait d'être court pour laisser la place à Basma et puis à un petit débat, j'espère, avec le public. Salam m'a demandé de parler un peu de la géostratégie et des enjeux régionaux, internationaux qui pèsent sur la Syrie et sur une possible sortie de crise. En général, quand il s'agit de la Syrie, au moins à partir de l'expérience qu'on vit depuis 2 ans et demi, j'évite la géostratégie parce que je pense que c'est devenu un sport que certains pratiquent pour ne pas se positionner par rapport à ce qui se passe dans le pays, pour parler d'enjeux, pour essayer de dire que c'est très difficile à comprendre, c'est complexe. Il y a l'Arabie saoudite, il y a l'Iran, il y a les États-Unis, le conflit israélo-arabe, la Russie, et souvent le paramètre ou le facteur qu'on ne mentionne pas ou qu'on n'évoque pas, c'est le peuple syrien. Et c'est la Syrie elle-même avec ses frontières. Donc on dépasse les frontières pour aller chercher le pétrole, les intérêts, les conflits, soit pour pousser les gens à ne pas vouloir s'investir politiquement et émotionnellement, soit pour trouver un prétexte pour soutenir le régime syrien en disant que finalement, la question n'est pas une question de révolution, de soulèvement populaire, mais c'est plutôt les conflits de la région, la guerre froide qui de nouveau émerge entre Moscou et Washington, et que les Syriens sont finalement juste les victimes de tout cela, le régime compris. D'ailleurs, l'épisode du massacre chimique qui commence maintenant à tomber dans l'oubli est vraiment une preuve de non seulement comment le real politics ou comment la réalité politique des relations internationales le prend facilement sur l'aspect éthique, mais même il y a eu des images ou des photos juste après ce massacre-là, soit montrant un djihadiste, un psychopathe en fait, décapitant un soldat, ou l'épisode qu'on se rappelle tous de celui qui a mangé une partie d'un foie, pour dire que finalement ils sont tous des barbares, donc ne faisons rien. Des deux camps, on a des gens qui ne souhaitent pas une Syrie qui vit en paix ou en démocratie. Donc une question de banaliser la mort, de banaliser le mal et de ne pas parler de la Syrie elle-même, de ses enjeux, de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mais en même temps, on ne peut pas nier aujourd'hui que par rapport à la Syrie, il y a énormément d'enjeux. C'est vrai que du côté du régime, il y a des alliés. Du côté de l'opposition ou des oppositions, il y a également des alliés. Mais dans un camp, le camp assez facile à le définir, si on parle de la Russie et de l'Iran, il y a une fermeté, il y a un acharnement pour soutenir le régime en place, tandis que de l'autre côté, il y a des hésitations, il y a des considérations différentes, il y a eu une perte de temps qui malheureusement nous pousse aujourd'hui à dire qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été faites et que ça va être très difficile de les faire plus tard. Et entre-temps, ce sont les chiffres qui s'accumulaient, des victimes, des déplacés, la destruction et l'arrivée des djihadistes. D'ailleurs, c'était aussi un des sujets qu'on évoquait souvent, même avant leur arrivée en Syrie, même avant une certaine radicalisation dans certains milieux qui ont subi la violence. On parlait de l'alternative et de la montée des islamistes comme étant un frein pour la communauté internationale qui l'empêche d'agir. Finalement, c'était une prophétie autoréalisatrice. Elle le sera encore plus dans un an si rien n'est fait. Donc, moi, je pense, et je ne prétends rien savoir de ce qui va se passer, mais avec le rapport de force actuel, avec ce qui se passe sur le terrain, avec les mêmes hésitations qui continuent du côté des alliés ou de ceux qui s'appellent les amis du peuple syrien face à la fermeté et à l'acharnement de Moscou et de Téhéran, je ne vois pas comment il va y avoir une sortie de crise. C'est extrêmement difficile. Ni le rapport de force qui s'impose va pousser le régime syrien, qui se contente d'ailleurs de Damas, tout en liant à travers Homs le littoral à cette Syrie-là. Il y a certains experts en France qui l'appellent la Syrie utile, donc comme si c'est suffisant que le régime la contrôle pour qu'il reste en place et qu'il négocie après une transition ou un deal politique qu'il pourra imposer. Et il arrive en même temps, grâce à l'aviation, aux missiles Scud qu'il continue de recevoir régulièrement des Iraniens et des Russes,
à bombarder les autres régions, à faire pourrir la vie des gens dans les zones libérées. Dans l'autre camp, c'est une fragmentation qui se passe, que ce soit au niveau du contrôle territorial, au niveau des forces armées. L'opposition n'arrive pas à présenter un véritable leadership ou une pensée politique. Peut-être Basma va évoquer ce sujet. Donc on est dans un statu quo qui ne fait que rendre la situation encore plus difficile. Et là, on est vraiment dans des complexités. Et l'hésitation occidentale a fait aussi, je ne suis pas pour les faciliter dans les accusations ou de dire que l'Occident est responsable, loin de là, mais ces hésitations-là ont donné aussi à la Russie et à l'Iran la possibilité d'être encore plus ferme, ont donné au régime toujours l'espoir qu'il pourra échapper et qu'il pourra survivre. C'était déjà le cas durant l'ère de Hafez al-Assad, et ça a été, même avec Bachar al-Assad en 2005-2006, lors de sa sortie du Liban suite aux assassinats. Et il y a une certaine, peut-être, volonté et ambition, et même plus chez le régime actuel, qui a dès le début utilisé le slogan du « Assad où on brûle le pays, Assad ou nahruq al-balad », de rester en place, de se contenter de Damas, de dire que je suis toujours au pouvoir, d'un certain territoire contrôlé, et de bombarder. Et la logique de la violence dans le bombardement n'est pas seulement communautaire, comme il a été dit, évidemment, mais en plus, il y a un rapport de classe aussi dans les zones qui sont souvent détruites, c'est-à-dire de créer des victimes avec lesquelles il y a moins de sympathie, que ce soit par rapport à certaines classes sociales en Syrie même, ou même par rapport à l'étranger, où on a peu de sympathie avec... je dis on, c'est pas très correct, mais il y a des gens qui ont peu de sympathie avec certaines victimes qui apparaissent dans leur mode de vie assez différents. Et dans ce sens-là, les Syriens payent le prix de la montée du culturalisme dans le monde, du recul des valeurs universelles, non seulement au niveau des gouvernements et des Nations Unies, mais même au niveau des opinions publiques, qui se contentent de certains clichés, qui parfois souhaitent ne pas comprendre ou ne pas voir. Et les débats tournent au surréalisme dans certains cas, quand il y a toujours une volonté de nier la réalité sur le terrain, de se dire mais est-ce qu'ils nous mentent, qui dit que ce sont des vraies victimes, est-ce que c'est vraiment le régime syrien qui a utilisé l'arme chimique? Jusqu'à maintenant, il y a des questions de ce genre. Même si on oublie l'arme chimique, il n'y a que le régime syrien qui a les avions en Syrie et contrôle les aéroports. Donc les dizaines de milliers de victimes suite au bombardement aérien, suite aux missiles balistiques, suite à l'artillerie lourde, il n'y a pas de possibilité même de poser d'autres hypothèses. Donc on essaye toujours de noyer le poisson dans les enjeux géostratégiques, mais en même temps, comme je l'ai dit, on ne peut pas nier qu'il y a ces enjeux-là. L'Iran considère que la Syrie aujourd'hui est une ligne de défense importante pour un certain empire qui s'est étendu à travers l'Irak vers la Méditerranée. C'est aussi le pont vers le Liban pour soutenir l'allié libanais, le Hezbollah. Hezbollah est sur la frontière israélienne, donc pour les Iraniens, c'est important de maintenir cet axe-là si jamais les Israéliens attaquent le programme nucléaire. Pour Moscou, après les humiliations subies depuis 1991 avec la première guerre en Irak, puis 1999 avec la guerre contre la Serbie ou en Yougoslavie, puis de nouveau 2003, la guerre d'Irak, puis la guerre de Libye récemment, il y a une certaine volonté russe de montrer qu'ils veulent seuls piloter toute transition possible dans un pays allié, de même que c'est leur dernier marché d'armes dans le Moyen-Orient, après la perte du Yémen, de l'Irak, il y a l'Algérie également. Puis il y a d'autres considérations, la base maritime, la Méditerranée, tandis que de l'autre côté, malgré toutes les théories de complot, ni les Américains considèrent la Syrie une priorité aujourd'hui, ni les Israéliens, que je ne mets pas dans le camp des amis de l'opposition, mais comme étant dans le voisinage, ne voient pas aussi une priorité pour ce que cette situation change tant que la frontière est épargnée de toute menace. Il y a juste la question de l'arme chimique et de certaines armes stratégiques. Et puis les autres acteurs, les monarchies du Golfe ou la Turquie, ont d'autres considérations, d'autres priorités. Et les Syriens qui sont accusés de vouloir l'aide d'États non démocratiques, faisant référence
à ces États de monarchie, comme si on leur demande de se rendre au régime syrien, parce que si l'allié n'est pas démocratique, on n'a pas le droit de monter une alliance ou de demander de l'aide. Donc ils sont abandonnés dans ce sens-là. Le seul espoir, aujourd'hui, il y a un certain momentum qui s'est créé suite à la résolution onusienne ou à la déclaration présidentielle au niveau des Nations Unies. Il y a des régions en Syrie, par exemple, autour de Damas, qui sont depuis des mois et des mois encerclées, qui n'ont pas de lait, de nourriture, de médicaments. Je parle du camp de Yarmouk à Damas, de la Mardamiyeh, de toute la Ghouta. On peut parler de la ville de Homs, ce qui reste en fait de la ville de Homs. Beaucoup d'autres régions. Au moins, s'il n'y a pas une volonté politique pour changer les choses, il peut y avoir des pressions pour qu'il y ait des couloirs humanitaires, des corridors, une certaine intervention à ce niveau-là. Puis il y a toute la question de Genève 2, je pense que Basma aussi va l'évoquer, mais Genève 2 sans garantie, Genève 2 sans clarté par rapport au président syrien lui-même, qui semble maintenant, si on rend l'arme du crime, on devient légitime. Donc on oublie non seulement les victimes de la Ghouta, mais 150 000 personnes tuées en Syrie et des millions de blessés, de torturés et de déplacés. Rendre une arme qui a été utilisée semble être suffisant dans certains contextes. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais c'est une possibilité, c'est une hypothèse. Donc comment pouvoir avancer avec tout cela? Je trouve que c'est extrêmement difficile de se prononcer. Seul, je rejoins François Burga, une aide, y compris militaire, à l'opposition. Une opposition, on ne peut pas dire qu'on ne la connaît pas, qu'il n'y a que des islamistes, ça va tomber dans les mains des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne contrôle pas. Il y a beaucoup de brigades, beaucoup de forces qui sont capables et qui peuvent faire une différence afin de modifier un peu le rapport de force, de montrer à Moscou et à Téhéran qu'il y a une véritable fermeté et que les choses dans ce cas-là peuvent évoluer. Sinon, malheureusement, on peut se retrouver dans quelques mois ici, compter encore le nombre de victimes, raconter de nouveau le problème et la problématique par rapport à certains facteurs et paramètres incontrôlables, dans tous les cas par nous présents là, et ça continue. Donc seule une fermeté, seul un soutien de l'opposition sur tous les niveaux, humanitaires comme humanitaire, c'est plutôt le peuple syrien, mais pour l'opposition politique, diplomatique et militaire, pourra peut-être modifier les choses à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Ziad. Basma, toi la parole. Merci, je serai, j'espère, brève car on a toujours énormément de choses à dire, mais bien des choses ont été dites et de manière tout à fait éloquente et claire. Je me contenterai peut-être d'appuyer quelques propos qui ont été évoqués ici par tous les orateurs, à commencer par François Burga, Thierry Boissière et Ziad, ainsi que Leïla Vignal à l'instant. Je vais prendre 4 points. Le premier a été évoqué, je dirais rapidement. Où sont les démocrates en Syrie et qui veut une démocratie pour la Syrie? Je crois qu'il faut distinguer 4 acteurs sur le terrain aujourd'hui. Le premier, c'est une société civile qui est non engagée politiquement, mais qui a été décrite très bien tout à l'heure, qui a une conscience politique élevée, qui trouve de nouveaux modes d'organisation et qui est fondamentalement non partisane. Elle est à la fois civile et elle est également militarisée. Cette catégorie-là est très importante, elle constitue la majorité du mouvement. La deuxième catégorie, ce sont les formations politiques. Là aussi, volet politique, bras militaires. Parmi ces formations politiques, ce sont celles qui ont toujours évolué dans l'espace politique syrien, aussi fermé soit-il. Et là, nous parlons de forces
nationalistes, de gauche, libérales et islamistes, les frères musulmans. C'est le paysage politique syrien. Il a été comme cela avant la révolution, il est aujourd'hui et il a un bras armé. Ça fait partie du contexte syrien. Nous avons les défecteurs de l'armée et les défecteurs de l'administration, c'est-à-dire des défecteurs du civil et du militaire. Ceux-là, parmi les militaires, ont un rôle extrêmement important puisqu'ils ont été les premiers à encadrer des jeunes qui ont pris les armes, mais qui n'avaient aucune expérience. Donc les militaires qui sont arrivés, un certain nombre d'entre eux sont restés, mais les risques sont tellement importants que beaucoup sont également sortis et se sont marginalisés. Ils auraient pu avoir un rôle plus important, ils auraient pu être utilisés comme des composantes fondamentales, essentielles d'une stratégie vis-à-vis de l'armée libre. La composante qui a été évoquée et qui est partout dans tous les médias, tous les rapports, toutes les études, tous les articles, ce sont les fameux djihadistes, la composante radicale. Ceux-là, on ne les connaissait pas, ou plutôt on les connaissait dans toute la région. Ils se baladent effectivement d'un endroit à l'autre. Ils ne font pas partie de ce pays. Ils sont une maladie qui touche toute la région. C'est un cancer. Et cette maladie, eh bien, il faut la combattre. Il n'y a pas d'autre appellation. Ce que je dis peut paraître simplificateur. Il y a évidemment bien des complexités sur le terrain. Mais fondamentalement, c'est cela le mouvement. Et c'est fondamentalement là-dessus que l'on doit bâtir une stratégie. Quand on dit il n'y a pas de démocrates, en réalité, c'est parmi ces groupes-là qu'on va trouver chez les groupes qui ont refusé, à vrai dire, qui ont résisté au financement islamiste. Il faut savoir que la révolution syrienne n'est pas islamiste, elle n'est pas devenue islamiste, elle est financée par des sources essentiellement islamistes et par conséquent nous avons ce que nous avons sur le terrain avec bien d'autres facteurs, mais celui-là est absolument décisif. Mais je dirais, pour ne pas faire trop long sur ce point-là, la bataille aujourd'hui n'est pas politique, elle est militaire. Et influencer le contexte militaire est la priorité, car il n'y aura pas d'issue démocratique sans soutien aux démocrates qui se battent. Les démocrates ont pris les armes. Ils ont été obligés de prendre les armes, les conditions ont été évoquées ici, ils se battent aujourd'hui. Ceux-là ont besoin d'être soutenus si l'on veut une issue démocratique en Syrie. Il faut donc une stratégie double, mais une vraie stratégie. Et le grand problème de cette révolution, c'est qu'on a toujours trouvé les excuses qui permettaient de ne rien faire. Alors, la question de soutien militaire, c'est immédiatement, est-ce que ce sont des armes antiaériennes ou bien rien du tout? Lorsqu'on parle de soutien politique, mais on a des éléments radicaux, qu'est-ce qu'on va en faire? Si on n'a pas de politique, on aura surtout des radicaux, et si on n'a pas de stratégie militaire, on ne pourra pas avoir des groupes sur lesquels on peut compter. Il n'y a toujours pas aujourd'hui une stratégie. Et ce n'est pas simplement la livraison d'un certain type d'armes. Une stratégie qui commence par nourrir et qui finit par les armes, peut-être pas si avancée et sophistiquée que l'on dit. Deuxième point, je voudrais dire que les Syriens revendiquent le récit de la révolution. Ils ont très peur parce qu'ils sont menacés d'un récit transformé par le régime qui investit des moyens considérables pour faire passer une toute autre histoire de ce conflit. L'impératif pour les Syriens, c'est d'étayer, c'est de documenter, c'est de collecter les preuves de ce qui se passe, les preuves des crimes, ce qui permettra un jour d'en venir au jugement des criminels, car ceci appartient aux Syriens. C'est la tragédie qui leur appartient. Et ils la revendiquent et ils ont
il faut les aider à documenter, à étayer, à collecter toutes ces preuves. Mais il ne suffit pas d'avoir raison et il ne suffit pas d'avoir une cause juste. Il faut aussi sauver le pays. Et quelle que soit l'importance d'avoir raison, il est plus important aujourd'hui de sauver la Syrie. Et l'un ne doit pas se faire aux dépens des autres, mais l'un ne doit pas détruire l'autre. Il ne s'agit pas de sauver les chrétiens, il ne s'agit pas de sauver les alaouites, ni les démocrates qui ressemblent aux occidentaux. Il s'agit de sauver un pays où tout a été fait pour le déchirer. Et comment lutter contre ce déchirement? Comment sortir cette entité indemne, ou plutôt unie, sans ce qui nous guette, c'est-à-dire des vengeances éventuelles et un désordre qui ferait que tout le monde est perdant. C'est pourquoi je ne parle pas de Genève, mais je parle de la nécessité d'une solution politique qui accompagnerait la solution militaire ou la stratégie militaire. Je pense que quiconque a connu des situations de conflit graves sait qu'une stratégie militaire n'exclut pas une stratégie politique et vice-versa. Les deux sont indispensables. La stratégie militaire permettra la stratégie politique, mais il faut avoir cette stratégie politique. Et celle-ci doit s'articuler autour de deux impératifs: le départ d'Assad et de sa famille, et sauver le pays. Autour de ces deux impératifs, je pense que l'on peut penser tout autrement la solution pour la Syrie. Je ne peux pas rentrer dans le détail de cela. Cette formule doit être trouvée autour de ces deux impératifs. On ne pourra pas proposer aux Syriens une solution politique, ni imposer une solution politique qui ne comprend pas le départ de la famille Assad. Mais sauver le pays, qui est bien ce deuxième impératif, c'est trouver les bases de verrous qui empêcheront les drames que beaucoup de gens imaginent, que l'on peut prévoir, et qui probablement freinent le soutien militaire et la stratégie dont je parle. Cette formule doit nous amener à, plutôt les conditions de cette solution politique doivent tourner autour d'un pays qui peut se réunir, qui soit capable de se gouverner, de se défendre, de se développer et de ne pas constituer un danger pour son environnement. Autour de ces deux conditions, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire, qui peuvent éviter à la Syrie la phase que l'on redoute, que beaucoup de gens redoutent, beaucoup de responsables politiques et dans la communauté internationale redoutent, le déchirement, la décomposition, le chaos, les vengeances. C'est un pays où tout a été fait pour inciter à la haine. Il faut, et tout cela je crois est documenté, mais il faudrait faire une série, une liste de tous les actes précis que le régime, pas tous les actes, mais certains exemples de ces actes, car ils sont innombrables, d'incitation à la haine qui ont été pratiqués par le régime, d'incitation à la haine confessionnelle, au conflit confessionnel. Mais autour de ces deux impératifs, je crois que on peut rallier suffisamment de Syriens. La victoire de la révolution est une
sera proclamé avec le départ de la famille Assad. Il est possible de convaincre beaucoup de factions qui se sont battues, qui ont payé très cher, qui ont perdu parfois des frères, des sœurs, des enfants, des familles entières. Ceux-là considéreront qu'ils peuvent être satisfaits avec le départ de la famille Assad. Au-delà, beaucoup de compromis sont possibles. Beaucoup de compromis sont possibles et beaucoup de compromis vont être nécessaires puisqu'il s'agit non pas de la victoire de la Révolution seulement, mais de sauver le pays. Je voudrais terminer par les propos d'une des personnalités politiques, bien entendu aujourd'hui parrain et un peu guide spirituel de groupes armés sur le terrain, de la ville martyre qu'est la ville de Douma, que nous avons baptisée depuis longtemps maintenant comme la Stalingrad de la Syrie. Lorsque on parle aux gens de Douma aujourd'hui, par Skype bien sûr, on les entend renifler, ils sont comme enrhumés. Et ils ont tous ce problème. Ils sont obligés de brûler leurs déchets parce que les francs-tireurs les empêchent de porter les déchets un peu loin pour pouvoir les brûler. Donc ils vivent une catastrophe écologique dont ils n'osent pas parler. C'est uniquement quand on les interroge, puisqu'il y a des choses bien plus graves qui se passent. Mais ils disent, nous sommes au milieu de la mer, on ne peut pas revenir, le rivage n'est plus là. Il va falloir qu'on apprenne à nager. On ne sait pas encore très bien nager. Il va falloir qu'on apprenne à nager. Mais, vous savez, il faut juste qu'ils s'en aillent. Il faut qu'ils s'en aillent. On ne peut pas imaginer quoi que ce soit qui puisse être construit sans qu'ils s'en aillent. Mais ils disent aussi, et c'est un appel qu'ils lancent, la situation humanitaire des villes autour de Damas, Maadami a été évoqué tout à l'heure, des enfants qui sont littéralement morts de faim. La population dit, nous sommes là, nous sommes prêts. L'armée libre, les différentes brigades sont prêtes à assurer l'entrée des organisations humanitaires internationales, voire, s'il le faut, le Croissant Rouge syrien officiel. Nous escorterons les convois, rien ne sera pillé et nous nous engageons à faire entrer cette aide humanitaire et à refaire partir les convois en toute sécurité. Nous avons assuré la sécurité des inspecteurs pour les armes chimiques, nous ferons de même pour les convois humanitaires. Donc, vous voyez là le pragmatisme de gens dont je ne sais pas combien encore de maisons ne sont pas démolies à Douma. Si vous avez vu des images de Douma, vous savez de quoi je parle. Eh bien, on est surpris par le pragmatisme, et en réalité une modération qui vous laisse béat. Et je dirais qui devrait peut-être suggérer à certains éléments de l'opposition un peu plus d'humilité et moins de discours où ils pérorent sur nous voulons la destruction du régime dans toute sa symbolique, dans tous ses symboles, dans toutes ses structures, et un discours qui, à mon sens, ne regarde plus les réalités du pays et quel que soit l'engagement qu'on peut avoir, et je suis de ceux qui se sont engagés sans prendre de risques majeurs, c'est pas moi qui prends les risques, ni ceux qui se sont engagés dans l'opposition politique à l'extérieur, quel que soit notre souhait de voir la victoire de la Révolution, c'est peut-être la Syrie que nous voulons voir sauvée,
plus encore qu'une victoire totale. Toute victoire totale semble aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, dangereuse pour la Syrie. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. Là, nous allons prendre 2 ou 3 questions parce que le temps qui nous reste est très limité. S'il y a 2 ou 3 questions, s'il vous plaît, des questions et pas des commentaires ou des interventions parce que nous n'avons pas le temps. Juste des questions. Le monsieur à droite, le monsieur qui s'est levé et le monsieur qui est là, nous avons déjà les 3. Ouais. Bonsoir. J'ai écouté, je suis d'accord avec la plupart des choses qui ont été dites entre Leïla, entre Ziad et entre Basma. C'est des faits en fait. Il y a juste un point, moi, une question que j'ai à poser pour Basma. Vous avez parlé de stratégie. Vous avez dit la stratégie est basée sur 2 points. 1, il faut que ce soit le départ d'Assad. Et 2, il faut sauver le pays. La question, est-ce que vous pensez que cette image, quand on définit aux gens en leur disant voilà notre stratégie, est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie qui est claire pour tout le monde, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt une stratégie de reconstruction? Et une des conditions pour cette reconstruction-là, ce serait le départ d'Assad. Et à ce moment-là, on donnerait une image plus claire, aussi bien à l'Occident qu'aux pays du Golfe, que de se laisser mener par les idées des autres en disant voilà ce qu'ils veulent de ce pays-là. Donc je pense qu'il y a un travail sur nous, d'abord à faire, pour définir précisément comment on veut reconstruire la Syrie, et à partir de là, quelles sont les conditions pour ça? Comme vous avez dit, pour venir en urgence, d'abord pour le départ d'Assad, ensuite venir en urgence, ensuite reconstituer les bases de l'économie. Donc, si vous voulez, c'est ce point-là sur la stratégie que je pense qui est très clair et qu'on nous reproche d'ailleurs en disant on ne sait pas trop, il y a parfois les islamistes, il y a d'autres gens qui interviennent, ça devient moins clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question, le jeune homme, s'il vous plaît. Mais, micro. On va répondre aux questions regroupées à la fin. À votre droite, le micro. Voilà. Bien. Excusez-moi. Évidemment, on ne peut pas tout aborder, beaucoup de points ont été abordés. Ma question, je vais tenter de la formuler de façon globale. S'il y a un seul terme, une seule idée que m'ont laissé vos interventions, c'est réellement de l'irénisme. C'est-à-dire le fait d'assimiler, si je vous écoute uniquement, il y a un régime qui, du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, a totalement décidé de massacrer son peuple du jour au lendemain. Mais quel était son intérêt à le faire? Ma question est la suivante. Réellement, nécessairement, je ne peux pas prendre tous les points, point par point. Mais d'où vient exactement la base de la haine confessionnelle qui l'a semée? Énormément d'éléments sont sortis concernant des djihadistes étrangers qui n'avaient absolument pas l'accent syrien, qui se sont retrouvés dans les rangs des djihadistes. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Vous avez produit un article, excusez-moi, sur les théories alternatives concernant la Syrie. En écoutant simplement des experts, notamment étrangers, et absolument pas que russes, mais américains du premier plan, également des juifs non sionistes, ma question est la suivante. D'où vient réellement, qui a posé les semences de la haine, tout simplement? Cette cause commune entre les pays du Golfe et Israël, personne n'y a intérêt, à part à créer au final une balkanisation. Donc... Merci beaucoup. Le troisième intervenant, s'il vous plaît, et après on va répondre aux questions. Je risquais d'être effectivement en contre-courant de beaucoup d'intervenants et d'une partie de la salle. Mais essayez de poser une question. Oui, là, je vais la poser tout de suite. Et je partage tout à fait la dernière intervention. Faut-il tuer la Syrie en voulant tuer à tout prix Assad? C'est la question de fond qu'elle pose. Faut-il massacrer la Syrie et le peuple syrien? Puisque M. Burga parlait de la frontière rouge ou pas vis-à-vis des islamistes. Moi, je suis d'origine algérienne, je sais ce que c'est qu'un islamiste. Et donc, on sait ce que c'est. Donc, la question de fond, est-ce qu'aujourd'hui, quand elle définit une stratégie à la fois avec un contenu militaire et un contenu politique, moi, j'aurais inversé la chose, mais peu importe. Quand elle parle de contenu militaire, c'est avec qui? Comment? Qui est derrière? Les États-Unis, l'Occident, Israël, qui?
Israël. Merci. Merci. Une dernière question, le monsieur derrière, s'il vous plaît. Une question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que l'opposition, El Souria ou d'autres, peuvent accepter de mettre sur leur site le texte de la déclaration gouvernementale du 14 février 2013 et pour appeler à des commentaires constructifs, critiques des gens de l'opposition? Maintenant, on a pris 4, désolé, parce qu'il faut libérer la salle. Oui. Elisabeth. Elisabeth. Sally Zonken. Dernière question avec Elisabeth. Une remarque suivie d'une question. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que globalement, les Occidentaux et les Américains en particulier ont en Palestine une politique que nous refusons. Une politique de soutien à la colonisation, de soutien à la politique israélienne et d'acculer, enfin qui consiste à acculer les Palestiniens chaque jour un peu plus. Comment peut-on imaginer que ce même Occident soutienne un peuple arabe dans un autre contexte? Donc ma question c'est, est-ce qu'il ne serait pas important d'arriver à penser ce lien penser plus fortement ce lien entre la solidarité avec les Palestiniens d'un côté et la solidarité avec le peuple syrien de l'autre? Parce que je crois que là, il y a un nœud et une vraie difficulté politique. On doit libérer la salle parce qu'il y a encore les réponses. Il y a encore les réponses. Je suis désolé, j'aurais voulu qu'on prenne toutes les questions, mais il y a encore les réponses des intervenants parce que les questions qui ont été soulevées ou les commentaires qui ont été faits nécessitent quand même la réponse des intervenants. Basma, si tu commences par répondre. Très rapidement, vraiment de façon un peu télégraphique, votre question est évidemment tout à fait pertinente. J'encadre les négociations en disant l'impératif, le départ d'Assad, cher monsieur, le départ d'Assad, absolument. Donc on ne sauvera pas le pays sans le départ d'Assad. Et deuxièmement, sauver le pays. Entre deux, il faut effectivement un plan. Ce plan doit être très détaillé. Il doit être négocié avec des représentants du régime comme il est prévu à Genève. Mais la mise en œuvre de ce plan, c'est première étape, le départ de Assad. Sinon, on ne peut rien appliquer de ce contenu. On a tout essayé, croyez-moi, pour essayer de développer en disant faisons abstraction d'Assad, regardons tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Et on arrive au point où on dit rien n'est faisable si on n'a pas cette composante essentielle qui rend beaucoup, beaucoup de choses possibles. Voilà. Donc oui, il faut un plan de reconstruction politique et sécuritaire, alors sécuritaire, politique et économique, je dirais, dans cet ordre-là. Qui est derrière les rebelles? Je crois qu'on l'a suffisamment dit. Ceux qui sont très engagés sur les valeurs démocratiques n'ont pas eu suffisamment de soutien. D'autres qui ont juré des loyautés un peu beaucoup, même opportunistes, ont reçu de l'argent de sources principalement conservatrices, islamistes, voire plus radicales. Mais cela, cher monsieur, je vous renvoie, je suis désolé de faire notre publicité, mais un rapport qui est fait sur la base d'informations collectées sur le terrain, sur qui sont les forces démocratiques armées aujourd'hui sur le terrain. Et je pense que si on se donnait la peine de les identifier, on les trouverait. Et on n'a pas besoin d'ailleurs de les identifier tout le temps, parce qu'il suffirait de les soutenir un peu pour voir qu'ils vont grossir à vue d'œil. S'il vous plaît, on n'est pas en débat télévisé là, on répond. Alors pour Elisabeth Longlès, juste en un mot, je vais dire une phrase très provocatrice, mais je vais dire on veut défendre la liberté des Arabes. Beaucoup de pays pensent que les sociétés arabes ont droit à la liberté, mais la liberté des sociétés arabes s'arrête là où commence l'intérêt d'Israël. Vous avez raison.
Et en ce qui concerne la Syrie, nous avons un acteur majeur, clé, décisif, qui n'apparaît pas, mais dont les considérations pèsent évidemment très très lourd sur toute stratégie vis-à-vis de la Syrie. Il suffit de le voir sur le dossier chimique actuel. Ziad? Non, juste, peut-être il faut rappeler certains de nos amis français comme arabes que la famille Assad est au pouvoir depuis 1970. Elle n'est pas depuis avant-hier ou depuis 2011. Le père avait violé le pouvoir, avait pris le pouvoir en un coup d'État en 1970. Il avait offert, fait un cadeau à son fils en 2000. Son fils avait 34 ans. La Constitution stipulait que le président devait avoir 40 ans. Elle a été modifiée. Donc 43 ans de famille Assad, je pense que c'est assez suffisant pour les Syriens. Et à peu près 150 000 morts maintenant. 40 à 50 000 morts dans les années 80, des dizaines de milliers de morts dans les camps palestiniens au Liban, comme au Liban parmi les Libanais. Je pense que c'est aussi plus qu'assez pour que le point de départ pour toute solution soit la fin de cette dynastie-là qui a pollué le pays, la Syrie et la région. D'autre part, il faut un peu lire, monsieur, sur l'histoire de la Syrie pour comprendre les dynamiques confessionnelles et le rôle du régime dans tout cela. S'il y a quelques lectures que vous avez comme référence qui parlent de l'Arabie saoudite ou du Qatar ou des complots israéliens, il faut lire un peu plus et faire un peu d'efforts. Et malheureusement, on n'a pas la possibilité de parler de ça. Mais juste par rapport à Israël, et contrairement à toute cette théorie de complot qu'une certaine extrême gauche a construite et qui rejoint l'extrême droite dans son culturalisme par ailleurs, cette question-là, Israël n'a jamais montré un intérêt pour la fin de ce régime-là. Le front du Golan est le front le plus calme avec Israël depuis 1974 avec le cessez-le-feu. Le régime syrien ne présente aucun danger à l'État israélien et pas plus à Washington. Donc il faut arrêter un peu de ce genre de discours qui n'est pas digne de quelqu'un qui peut lire et comprendre et qui peut au moins voir 150 000 morts, que même si le régime souhaite combattre l'impérialisme, il n'aura aucun droit de le faire en tuant 150 000 Syriens et des dizaines de milliers de Palestiniens et de Libanais. Bon. Sur ces paroles, Claude, il va dire un dernier mot comme organisateur de cet événement. Allô, oui. Juste 2-3 informations. Vous dire qu'il a Souria, les 2 jours de colloque qui sont passés et cette soirée sont entièrement filmés. Donc toutes les conférences, tous les débats seront mis en ligne d'ici mi-novembre. Donc si vous souhaitez être informé, vous pouvez vous inscrire à l'entrée sur Yankai pour la newsletter. Et tout sera traduit en arabe, doublé en arabe, parce que tous nos travaux sont faits pour la Syrie, pour les Syriennes, pour les Syriens, sur le terrain. Donc on parle de reconstruction, c'est pas pour juste nous retrouver maintenant. Dans 6 mois, nous serons à Montréal pour la 2e édition, dans un nom, j'espère, qui c'est, à Damas, j'espère, et à Beyrouth. Voilà. Merci à vous tous. Merci. Merci beaucoup.